On va donc aborder la partie contemporaine, en quelque sorte, du Code de Nuremberg à travers deux spécialistes de toutes ces questions d'éthique et des personnes engagées au niveau de la recherche et au niveau même de la gouvernance de la recherche en France. Je précise le livre de Bruno Aliwa qui raconte vraiment l'histoire du Code de Nuremberg, et dans sa première partie, il parle aussi de toutes les exactions commises dans d'autres contextes, à la fois dans l'histoire très ancienne et plus contemporaine. Donc il sera à votre disposition, on vous l'offre. C'est notre manière aussi de célébrer les 70 ans du Code de Nuremberg. Donc il y en a certains à la sortie, puis les autres, vous pourrez prendre votre livre à l'espace éthique avec plaisir. On le mettra à votre disposition, et puis vous pouvez suivre aussi les cours de Bruno Aliwa, deux cours qui sont donnés d'ailleurs, un au Mémorial de la Shoah, qui est partenaire d'ailleurs de cette soirée, et puis un autre à Drancy, où les étudiants d'espace éthique, ça fait partie aussi du début de notre master sur éthique, sciences et société, que d'avoir cette réalité en termes de réflexion présente à l'esprit. Alors, Jean-François Delfraissy, comme président du comité national consultatif d'éthique, mais aussi comme ancien directeur général de l'ANRS, militant combattant dans les années SIDA, interniste. Donc, quelle est ta réaction, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette première partie sur le Code de Nuremberg? Merci Emmanuel, merci de cette invitation. C'est difficile après les images qu'on a vues, parce que c'est dur, c'est une remise en cause de tout ce qui a été finalement une société médicale à laquelle on appartient. Et on se dit que c'est survenu, donc voilà, il faut une très grande prudence. On se dit que ça ne peut plus survenir, mais il faut une très grande prudence. C'est ça ma première réaction. Bon. Après, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éthique. Je dirige le comité national de l'éthique, mais je ne suis pas un spécialiste de l'éthique, et sinon, bien sûr, j'ai des réflexions éthiques. Je partage ce qu'a dit Michel, c'est-à-dire que ma génération du post-guerre, elle s'est forgée à l'éthique un peu tout seul, sur le terrain. Il n'y a pas eu de... J'en ai très peu entendu parler, c'est finalement avec les années SIDA où les grandes questions sont arrivées. Néanmoins, si on fait le bilan de cette génération post-guerre et de cette vision et de ce qu'a apporté tout Nuremberg, bon, ça a apporté énormément de choses. Ça a structuré toute la réflexion et toute la construction de la recherche clinique ou de la recherche translationnelle au niveau international, en tout cas dans les pays riches, entre guillemets, sur les 50 dernières années. Donc c'est fondamental. Tu l'as parfaitement dit, c'est extrêmement fondateur. Et ça a dépassé assez vite le domaine purement médical, c'est devenu un domaine public, et où très clairement il y a un effet de surveillance collective vis-à-vis de cette question. Et donc s'est installé quand même, au cours des 50 dernières années, un nouvel équilibre, durement acquis, on voit bien dans quelles conditions ça a été acquis, à quel prix il a été acquis, entre ce que fait le chercheur, ce que fait le médecin, ce qu'il a envie de connaître, le fait même qu'il faut qu'il y ait une connaissance qui progresse, c'est notre métier, et puis aussi la place du patient et la place du citoyen. Donc je m'arrêterai là sur cette partie pour vous indiquer plutôt ce que je pense sur l'avenir. Tout ça a été construit quand même, dans le fondement même de Nuremberg, sur une vision relativement individuelle, c'est-à-dire avec une vision collective de tout l'ensemble, mais où finalement c'est quand même la personne, le patient, qui est au cœur du débat, de la réflexion qu'il y a pu y avoir au cours des 50 dernières années. Bon. Et en fait, tout l'enjeu dont je voudrais vous parler maintenant est de savoir si on va pouvoir le conserver, cette notion individuelle, et le patient au cœur du débat. Je me permets juste, peut-être avant que tu fasses ton développement, d'avoir comme ça un petit peu à chaud la réaction d'Hervé Schneves, donc au cœur de toutes les évolutions en matière de neurosciences, président du comité d'éthique de l'INSERM. Alors, très récemment, les dernières rencontres annuelles étaient consacrées aussi aux questions des innovations avec les big data, les données massives. Et quand on a entendu tout à l'heure Bruno Aliwa, on peut dire qu'on était aussi dans le domaine de l'innovation.
c'était pas un mot qui était employé dans les années 40, mais il y avait eu le côté disruptif avec les nouvelles molécules. Et quand on regarde un certain nombre de textes, notamment dans ton livre sur le code de Nuremberg, on voit que les gens avaient l'impression qu'ils apportaient à l'humanité à la fois des connaissances, mais aussi des capacités de s'élever au-dessus de la fatalité, quelle qu'elle soit. Donc ça interroge aussi le code de Nuremberg, la notion d'innovation. Innovation pour qui, pourquoi, c'est aussi des questions qu'un président de comité d'éthique de l'INSERM peut se poser. Oui, bien évidemment. Et comme Jean-François, comme tout le monde, je pense, on est d'abord étreint par l'émotion et par le fait que c'est très difficile de parler, de dire quoi que ce soit, ne serait-ce que parce que ça secoue beaucoup de choses, comme Michel, moi j'ai un grand-père qui a disparu à Auschwitz, et d'autres membres de ma famille, donc évidemment ça soulève un certain nombre de choses, et je pense que M. Israï connaît ou a connu très bien un grand ami de la famille qui était Charles Palan et qui a aussi témoigné de cette personne et milité lui aussi pour les droits de l'homme et contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Moi, ce que j'ai entendu, mais évidemment je le sais depuis longtemps, c'est que c'était des médecins excellents qui ont agi ainsi. Et c'est vrai que nous sommes en responsabilité de considérer notre histoire. Et notre histoire, évidemment, ce soir, on est pour se rappeler et voir ce qui se passe après Nuremberg, mais elle existe en France aussi. Louis Pasteur écrit à l'empereur Pedro II du Brésil pour lui demander des condamnés à mort, pour essayer le vaccin contre la rage ou pour essayer le choléra. Deux prix Nobel français, Alexis Carrel ou Charles Richer, vont être les promoteurs de l'eugénisme en France et appeler à la sélection des races. Alexis Carrel écrira en 1936 la préface de l'édition allemande de L'homme c'est inconnu. Le gouvernement allemand, 1936, a enfin pris les bonnes décisions pour se débarrasser des indésirables, des inutiles. Donc voilà. Et puis, oui, après Nuremberg, le rapport Belmont, pour ne citer que le rapport Belmont de 1978, montrera que les choses ont continué dans des orphelinats, toujours les plus vulnérables, sur des populations noires, dans des prisons. Et puis balayons encore une fois devant notre porte, on sait avec le sida, qu'est-ce qui s'est passé dans les collectes d'échantillons. Et pire encore, même quand les échantillons contaminés ont été interdits de distribution, eh bien on sait qu'ils sont partis dans des pays du Maghreb pour être distribués. Donc, voilà, on est conscient, on arrive, on a ce lourd héritage à porter, donc, mais ça doit d'abord nous inciter à la plus grande prudence. Parce qu'on n'est pas meilleur qu'eux. Je ne me considérerai jamais, et probablement aucun de mes contemporains, comme un scientifique de la taille de Louis Pasteur, de l'importance de Louis Pasteur. Et pourtant, on a apporté cet héritage. Alors, si on veut aller tout de suite dans ce qui se passe aujourd'hui, on doit faire continuer la science et la médecine parce qu'on a des millions, des centaines de millions, des milliards de personnes à soigner. Et si je retiens de Charles Palan un message des camps, lui il était dans la partie Burna-Moshowitz, donc la partie camp de travail, c'était la souffrance permanente, et la souffrance permanente du quotidien. Et on a à venir en aide à la souffrance et pas provoquer cette souffrance. Donc à partir de là, aujourd'hui, comment on met en œuvre des recherches qui permettent justement de tenir compte de cet héritage et d'essayer de le respecter ? Bien, c'est justement en prenant de ce que nous a appris Nuremberg et d'essayer de voir comment on l'a décliné et comment on en a fait quelque chose de beaucoup plus raffiné pour prendre en considération tous ces errements et toutes ces difficultés. Je sais que ça ne va pas être très très poli d'interrompre les uns et les autres, mais comme je m'étais permis d'interrompre Jean-François alors qu'il voulait aborder maintenant le côté développement, on va partir sur sa partie développement, et puis je me permettrai de te redonner la parole de façon à ce qu'on ait deux points de vue
sur cette partie très concrète aujourd'hui. Qu'en est-il des applications et des conséquences du Code de Nuremberg dans les pratiques? Alors, juste pour dire que moi, je considère qu'il y a eu vraiment une avancée extrêmement solide, forte, au cours, avec toutes les nuances qui ont été apportées, mais au cours en particulier des 20 dernières années. C'est très fondateur avec cette issue de Nuremberg, et on est bien d'accord. Mais qu'il y a un certain nombre de mais. Alors, premièrement, clairement, alors que c'était un accompagnement finalement du grand public, il y a maintenant une défiance du grand public. Il y a de nouveau un climat de défiance du grand public qui est en train de s'installer vis-à-vis de la médecine, vis-à-vis des décideurs. Enfin, on le voit bien sur certains sujets, même si à titre individuel, il reste évidemment. Le second point, c'est qu'il y a les scientifiques ou les médecins eux-mêmes peuvent prêter à discussion. Il y a les discussions qu'il peut y avoir à partir de résultats qui sont non reproductibles, et de faux résultats, donc qui remettent en cause un certain nombre de choses. Et puis, il y a un scandale, il y a un certain nombre de scandales, de liens d'intérêt qui existent, parce que ce qui a beaucoup changé aussi, c'est qu'on est passé de quelque chose qui était très artisanal, avec des enjeux de société, des enjeux budgétaires qui sont considérables. Et ça existe. Alors, moi j'ai 3 remarques, et puis je laisserai Hervé évidemment réagir. La première, c'est qu'après cette phase des 30 dernières années, 20 dernières années, où l'individu quand même était, à cause des années SIDA, à cause de toute cette réflexion, était au cœur du débat. On a beaucoup poussé, ma génération a beaucoup poussé pour le malade debout, pour toute une série de questions autour de ça. Puis maintenant, on sent que le collectif va peut-être de nouveau dominer l'individuel. Pourquoi ? Parce que les recherches elles-mêmes poussent à ça. Alors, d'abord, les recherches en santé publique, dont on parle assez peu, mais qui deviennent totalement dominantes pour les années qui viennent, et pas seulement dans la recherche curative, c'est bien le collectif et la société par rapport à l'individuel, même s'il peut y avoir un bénéfice individuel. Et l'ensemble des recherches en prévention va exactement dans le même genre de direction. 2, Hervé va en parler, mais il y a une révolution culturelle qui est en train de se faire avec les big data, qui font que dans nos techniques même de recherche, alors qu'on était basé sur l'essai randomisé, des cohortes, là, il y a quelque chose qui va complètement changer. Et qui pose, tu vas en dire un mot, et j'irai pas plus loin, tout ce qui est l'aspect comment quelqu'un qui rentre à l'hôpital et qui donne un consentement pour être soigné, pour être même qu'on utilise un certain nombre de ces données, mais ces big data sont gérés par des structures qui sont plus du tout médicales, qui sont les grandes structures de bioinformatique, des grandes structures internationales. Donc il y a toute une discussion autour du consentement, et Hervé va y revenir. Et puis, est en train d'arriver aussi ce que j'appelle, et qu'il ne faut surtout pas retenir, moi, l'éthique de l'extrême. L'éthique de l'extrême. Avec des questions qui ne pouvaient pas se poser avant. C'est-à-dire, par exemple, on a toujours eu une certaine difficulté à aborder le problème du consentement, aborder la recherche chez le nouveau-né, chez le jeune enfant. Puis maintenant, on va discuter de la recherche sur l'embryon. Qui donne le consentement, comment ça se construit. On a les techniques pour modifier éventuellement du matériel de gamètes avec toutes les nouvelles techniques de génomique. Dans l'autre extrême, ça a été déjà abordé, un des enjeux majeurs de notre société, c'est vraiment les personnes âgées. Et avec l'ensemble des questions qui vont se poser autour de ça. Et de la fin de vie, si je vais même plus loin. De la discussion, y a-t-il une possibilité des questions autour de quelque chose d'un peu plus construit. Et puis, il y a des sujets de l'extrême qui sont les migrants et qui sont la psychiatrie, on le sait bien. Donc, tous ces sujets vont arriver. Alors, et je terminerai là-dessus. Il y a quelque chose qui a bouleversé au cours des 10 dernières années, bien sûr le milieu SIDA, mais qui doit bouleverser, qui doit continuer à bouleverser cette approche. On a eu une approche construite par Nuremberg sur une répartition des pouvoirs, et on est quand même toujours dans un problème de pouvoir, entre finalement le médecin et le patient et le citoyen,
Et puis il y a un troisième élément qui est arrivé en force, c'est le problème des associations de patients. Moi, ça a changé ma vie dans le domaine du VIH, mais il faut que ça aille plus loin parce que c'est une tierce personne qui arrive, c'est un nouveau pouvoir qui arrive, qui s'impose, qui est bon, et qui doit finir de changer encore, y compris dans notre approche éthique de ces nouvelles questions, et sur des questions aussi difficiles que les big data, par exemple, et les aspects de consentement, qui doit encore arriver à faire modifier les choses. Le milieu sida l'a fait, le milieu cancer commence à le faire, le milieu des maladies rares commence à le faire, puis il y a tout le reste. Il y a les maladies chroniques dans leur ensemble. Il y a vous, moi, qui prenons tous un peu de médicaments. Il y a une vraie construction de ce troisième pouvoir qui n'a pas fini de maturer actuellement, mais qui doit maintenant s'inscrire dans notre futur proche. Et c'est ça qui me rend finalement optimiste. C'est parce que quand on partage le pouvoir à trois, eh bien c'est plus difficile de faire des choses dramatiques tout seul. Merci Jean-François. Je vais donner la parole à Hervé pour prolonger son développement. J'observe juste un élément qui sera peut-être aussi à prendre en compte dans l'empowerment, dans le pouvoir de la personne malade. C'est aujourd'hui ces revendications de prendre des risques, y compris inéthiques, puisqu'on voit que des personnes, et c'est toutes les avancées, notamment préventives, sont prêtes à s'exposer à des risques inéthiques pour le médecin et qu'il y aura des conflits à gérer de ce point de vue-là. Au nom de quelle valeur va-t-on refuser à une personne atteinte d'une maladie pour qu'il n'y a pas de traitement d'être incluse dans quelque chose qui est un espoir plutôt que de rester inerte en attendant la mort. Donc c'est toutes ces questions aussi abordées. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a beaucoup d'effets d'annonce et dans le code de Nuremberg, on parle de loyauté dans l'information, par exemple. Donc c'est aussi des éléments qui sont très prégnants aujourd'hui, même par rapport à une actualité récente sur les états végétatifs persistants, par exemple. Je donne la parole. Je crois que presque tout a été dit, parce que le présent et l'avenir, c'est effectivement la construction d'un dialogue, et la co-construction d'une éthique de la relation médicale. La relation médicale, ça a toujours été normalement une relation singulière entre le médecin et le patient, mais avec effectivement un sachant et puis un souffrant. Là, on a des patients experts, comme Jean-François l'a déjà dit, et la nécessité de construire. Mais la nécessité de construire dans un espace qui apparaît clairement multidimensionnel. Si je prends les définitions récentes, ou en tout cas les analyses récentes du consentement, juste pour se focaliser sur quelque chose de cardinal, bien sûr dans Nuremberg, mais jusqu'à Helsinki, et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la bioéthique, consentement qui est dans l'article 6, quelque chose de cardinal à la Déclaration des droits de l'homme et de la bioéthique, eh bien, on trouve 7 dimensions dans le consentement, 7 grandes dimensions. On est dans un espace non pas à 3 dimensions, à 4 dimensions, à 7 dimensions. La première dimension, et à chaque fois on va être dans une dialectique avec tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a entendu ce soir. Première dimension, c'est la capacité. Est-ce que la personne est en capacité de... Tu viens de dire état végétatif, quelqu'un qui est en sommeil, quelqu'un qui est en sida, quelqu'un qui est en coma. Est-ce qu'il a la capacité? Non. Il va falloir voir comment on met les personnes en capacité, les réveiller, ou c'est la personne de confiance, ou c'est les directives anticipées. Il y a tout un champ de travail qui se développe autour de l'évaluation des capacités. Et ça va être le cas aussi dans un certain nombre, dans mon domaine des neurosciences, ça va être aussi par rapport à toutes les maladies neurodégénératives. Comment on détermine les capacités? Comment, dans une personne qui commence un état dégénératif, par exemple, et on en a beaucoup discuté et travaillé, Emmanuel, sur les questions des stades précoces, voire des anticipations dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, eh bien, comment, pendant longtemps, on va être capable d'accompagner le patient et de respecter ses capacités avant que, malheureusement, dans l'état actuel des connaissances, ces capacités disparaissent. Ensuite, il y a évidemment le grand chapitre de l'information. Comment sommes-nous capables d'être informés? Aujourd'hui, quand on voit les protocoles de recherche, vous avez 25-30 pages d'explications illisibles pour la plupart des gens, parfois même pour les médecins investigateurs, et il faut faire des résumés,
Et aujourd'hui, on voit que dans ces éléments d'information, il y a évidemment les scientifiques et les médecins, mais beaucoup les patients experts qui s'impliquent dans l'écriture à la fois du protocole, dans l'écriture du résumé qui permet à la personne de comprendre et dans ces éléments d'information. Troisième dimension qui nous renvoie directement aux images qu'on a vues ce soir, le choix. Capacité de faire un choix, mais aussi la possibilité de faire le choix. Il faut être en capacité de dire oui, il faut être en capacité de dire non, il faut être en possibilité d'avoir plusieurs choix possibles. S'il n'y a juste que le choix de dire c'est ce traitement où je vous laisse mourir, s'il y a juste la possibilité de dire oui, il n'y a plus de dimension réelle dans le consentement. Une dimension qui a été longue à venir, mais qui renvoie à ce que Jean-François disait sur les patients atteints du sida, c'est les valeurs de l'individu. Les médecins ont des valeurs, mais les patients ont des valeurs, et les éléments du consentement ne vont pas prendre la même signification en fonction du contexte culturel, en fonction des valeurs que chacun porte, et en fonction de... On l'a vu ces derniers jours avec la discussion autour de la fin de vie pour une patiente atteinte de sclérose latérale amyotrophique. Cette patiente a fait le choix de ne pas vivre sa maladie jusqu'au bout. D'autres auraient pu faire un autre choix, d'autres le font. La prise en compte de ces valeurs et des attitudes face à la maladie ou face à la décision. Et puis une dimension qui est encore juste en balbutiement à l'étude. Qu'est-ce qui nous fait décider d'agir? Qu'est-ce qui nous fait prendre une décision? Quels sont les éléments à la fois irrationnels et rationnels de la prise de décision? Et comment est-ce que cette décision peut s'étaler dans le temps? C'est-à-dire qu'une recherche, elle doit être l'objet d'un consentement au début, mais elle doit toujours offrir la possibilité, à un moment donné, de se retirer de cette recherche. Je vais revenir tout de suite au big data dont parlait Jean-François, parce que la question du big data aujourd'hui, c'est comment on arrête de faire partie d'une recherche qu'on n'est plus capable ni vraiment de maîtriser, ni vraiment de contrôler, agir de son propre chef, puisque le consentement, c'est le consentement de la personne en tant qu'individu. Comment est-ce qu'on prend en considération les pressions sociales, pression de la famille, pression du travail, pression de la société en tant que société de la performance, dans ces éléments de agir de son propre chef. Et tous ces éléments aujourd'hui en neurosciences qui nous permettent d'essayer de travailler sur la formation de la volonté et sur la capacité réellement d'un consentement libre et informé, et puis l'agir, la capacité d'agir. Et ça nous appelle aussi aux nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, un patient, il peut être pris en charge dans un bon CHU avec beaucoup de bonnes recherches qui se développent, et il peut avoir différents protocoles qui lui sont proposés, et puis il peut être dans un environnement beaucoup moins riche et n'avoir pas de choix. Et aujourd'hui, il y a l'accessibilité via Internet à des recherches qui peuvent se dérouler à l'autre bout du monde ou qui peuvent se dérouler d'une autre façon. Donc un élargissement donc, à la fois des questions et des possibles. Et ça s'incarne dans différents aspects du consentement. Aujourd'hui, celui qui est le plus promu en Europe et dans les pays développés, c'est ce qu'on appelle le consentement global. Et ça nous renvoie au big data. C'est-à-dire une fois que les données personnelles et un échantillon vont être collectés dans de grandes cohortes au niveau d'études, le patient va être informé que ces données pourraient servir de façon anonymisée et protégée dans d'autres études qui vont être faites à la suite. Ça veut dire toute une infrastructure, toute une gouvernance. Certains pays sont capables de la mettre en place, les biobanques les ont déjà mis en place, d'autres pays, en particulier au Sud, il faut construire ces infrastructures pour permettre ce type de recherche. Il y a d'autres consentements qui se développent. Le plus prometteur, mais en même temps le plus difficile, c'est ce qu'on appelle le consentement dynamique. C'est encore une fois une interaction entre l'étude et le patient, mais ça veut dire des moyens d'informatique et de technologie qui permettent à la personne de suivre les études dans lesquelles il peut être inclus. Ça nécessite aussi une excellente formation et information de la personne pour être capable d'interroger les bases de données et de savoir où on en est des cohortes dans lesquelles ces échantillons sont là. Ça nécessite de la traçabilité. Ça nécessite, à côté de ça, de voir comment on met en place
des comités qui sont capables de protéger les personnes parce qu'on peut désanonymiser très facilement aujourd'hui avec des algorithmes très puissants et donc ne pas stigmatiser certaines personnes ou certains groupes. On voit qu'aujourd'hui, une dimension aussi simple que le consentement prend des aspects multiples parce que la conscience de l'implication d'entrer dans ces études, la conscience au bénéfice des personnes et des groupes, mais la conscience aussi des risques pris par les personnes et les groupes, parce qu'on peut aussi parfois stigmatiser des groupes en découvrant un certain nombre de données sur ces groupes particuliers. Et une personne peut ne même pas avoir participé à l'étude, mais appartenant au groupe ou vivant localement au même endroit, peut se retrouver stigmatisée. Donc parce que 70 ans après Nuremberg, nous avons pris conscience au fur et à mesure, et il y aura encore d'autres prises de conscience, je n'en doute pas, de tout cela, qu'il y a tout ce travail de bioéthique qui s'est mis en place, qui est développé dans les instituts de recherche, qui est développé au niveau du CCNE, au niveau de l'UNESCO aussi, dans un rapport qu'on va remettre sur les big data, et qui est simplement un point d'étape d'un travail qui reste encore à faire et à élaborer avec l'ensemble de la population, parce que c'est un enjeu démocratique majeur. Alors, j'ai relayé la notion d'enjeu démocratique majeur dans les 10 dernières minutes avant de donner la parole de la conclusion à Didier Samuel. Il va y avoir les révisions des lois relatives à la bioéthique qui nous sont annoncées. On sait qu'il y a une dimension politique importante, puisque Emmanuel Macron est très attaché à ouvrir la révision de la loi du 7 juillet 2011 à peut-être des thématiques qui sont des thématiques qui ne sont pas limitées à celles qui étaient abordées dans la précédente loi relative à la bioéthique. On a comme référence en matière d'éthique de la recherche la loi du 20 décembre 1988, la loi Hurier-Cyrus-Clas sur les personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Ensuite, il y a eu une loi sur la recherche non interventionnelle. Bref, est-ce qu'une des questions importantes par rapport à Nuremberg, ce n'est pas les ambiguïtés, les ambivalences entre soins et recherche? Si on prend la thématique, par exemple, de la génomique, pour prendre un exemple précis, de la médecine de précision, des greffes d'organes, mais on pourrait prendre d'autres éléments du registre de la bioéthique aujourd'hui, on voit à quel point soins et recherche s'interpénètrent avec, et tu l'as évoqué tout de suite, quand tu as évoqué les big data, des intervenants qui ne sont pas des médecins, des décisions qui ne sont plus des décisions spécifiques à une personne, mais qui sont produites par un ensemble de données brassées et qui ne sont plus d'ailleurs imputables directement au médecin, qui pourra demain s'en remettre à un tiers, comme le docteur Watson, pour arriver à trouver la bonne décision. Donc, est-ce qu'au cœur de nos préoccupations, puisque le comité consultatif national d'éthique, avec d'autres instances, va être un peu leader dans la réflexion et dans les propositions sur la révision de loi relative à la bioéthique, est-ce que ces éléments en mémoire de Nuremberg, c'est-à-dire la relation entre soins et recherche, est-ce que ce n'est pas un élément à travailler avec tous les éléments aujourd'hui de l'innovation biomédicale qui nous sont présentés dans un contexte de compétition internationale où l'économique et les investissements sont privilégiés sur l'éthique bien souvent? Écoute, moi, c'est difficile de demander à deux médecins-chercheurs de ne pas relier recherche et soins. Sinon, on va trahir notre ADN. Je pense fondamentalement que la recherche, mais qui n'est pas forcément une recherche de basic science, mais qui peut aussi être une recherche de basic science, mais une recherche translationnelle, une recherche de qualité structure le soin. Et c'est vraiment, je pense, ça par contre, ce qu'ont apporté les 30 dernières années dans toute une série de grandes disciplines. Et ça, c'est directement issu finalement de la réflexion autour de Nuremberg. C'est-à-dire que quand on commence à s'interroger sur des aspects de recherche, on va plus loin dans la réflexion. On a le problème du consentement avec l'évolution qui a été soulignée. Et donc, du coup, il y a une qualité des soins qui se fait. Et je pourrais développer, mais il y a des éléments qui le montrent bien, et que plus un tissu de recherche, un network de recherche se monte, plus la qualité des soins et la réponse, je dirais, thérapeutique, finalement, quand il s'agit de médicaments, eh bien, elle est optimisée, et on a plusieurs exemples pour le montrer. Donc moi, je suis assez clair là-dessus. C'est pas une nécessité de les relier, mais en tout cas, il ne faut pas non plus les opposer, me semble-t-il, parce que l'une apporte à l'autre, et l'autre, bien sûr, est nécessaire pour le faire l'une.
Sur la révision de la loi bioéthique et très rapidement, oui, en effet, elle est partie. Le CCNE a un rôle à la fois d'agitateur d'idées avec toute une série de partenaires autour de ça, des différents comités d'éthique des grandes institutions de recherche, les espaces éthiques régionaux, et surtout avec d'essayer de créer un débat sociétal autour d'une série de grandes questions, en sachant que pour l'instant, le périmètre de cette révision de la loi de bioéthique est relativement ouvert. C'est-à-dire qu'il peut arriver, dans le cadre de révision de la loi bioéthique, un certain nombre de grandes questions qui n'existaient pas dans la loi de 2011. C'est une des particularités françaises, de passer par la loi. Bon, c'est pas évident. Les autres pays se débrouillent autrement et font ça de quelque chose de beaucoup plus dans la fluidité, ce qui peut se comprendre, parce que si on admet qu'il y a un changement des connaissances en médecine et en recherche qui se compte en années, poser une loi tous les 7 ans, mais on est déjà en partie dépassé par un certain nombre de grandes questions. Cela dit, ça permet aussi de prendre un peu de recul et ça permet aussi d'avoir un échange avec le politique au bon sens du terme, c'est-à-dire le politique et le citoyen. Et donc c'est un de nos enjeux. Et c'est comment on va se créer ce dialogue avec les citoyens autour de cette révision de la loi bioéthique 2018. Et bien sûr, je vous donne à tous un très bon rendez-vous avec nous et avec vous tous sur le sujet. Voilà. Je crois que depuis 1945, les progrès fantastiques de la médecine, mais aussi de l'espérance de vie, ont montré qu'il n'y a pas de soins sans recherche. Et du coup, il y a un retour de la recherche vers le soin. À partir de là, on est dans la tension éthique comme on l'est toujours, parce que plus de soins d'un côté, mais plus de pression sur le temps accordé à chaque patient, avec le monde qui vient à l'hôpital. Moi, je me rappelle, il y a juste 3 ans, quand on a trouvé un nouveau traitement pour les tumeurs que je prends en charge à l'hôpital, bien du jour au lendemain, on a doublé le nombre de patients à l'hôpital de jour. D'une part parce que les chimiothérapies devaient être faites plus fréquemment, mais aussi parce qu'ils vivaient plus longtemps. Et du coup, on ne nous a pas donné 2 fois plus d'infirmières et on ne nous a pas donné 2 fois plus de fauteuils. Donc, il y a des contraintes qui sont clairement des contraintes économiques. Mais justement, notre responsabilité, c'est de ne pas mettre un pied en avant sans penser à retrouver l'équilibre et ramener l'autre. On est dans cette tension permanente que les questions nouvelles posent des nouveaux problèmes, des questions éthiques, auxquelles l'ignorance ne peut pas répondre. Donc il faut qu'on avance dans la recherche, dans la connaissance, en mettant les problèmes sur la table pour les résoudre, parce que finalement, vous ne vous en êtes pas rendu compte aujourd'hui, mais vous avez gagné 6 heures d'espérance de vie. Vous ne vous en êtes pas rendu compte le mois dernier, mais vous avez gagné 2 jours d'espérance de vie. Et ainsi de suite depuis plusieurs années, avec le petit bémol que dans les pays de l'OCDE, cette espérance de vie ne se fait pas en bonne santé. L'espérance de vie continue, mais pas en bonne santé. Donc en étant de plus en plus longtemps malade. Eh bien, c'est les questions scientifiques, les questions médicales et les questions éthiques qui sont devant nous et qu'on va affronter ensemble.